Ok, donc bonjour à tous. Moi, je suis Sarah Watson, je suis oncologue médicale et je travaille aussi pas mal sur la biologie moléculaire et la génétique des sarcomes. Donc, merci Sylvie de m'avoir réinvité cette année. Donc là, c'est un topo relativement court. Je vous ferai un petit peu plus tard dans la matinée un topo un petit peu plus détaillé sur la biologie moléculaire des sarcomes. Mais donc là, c'est juste un complément par rapport à l'introduction de Sylvie sur les facteurs de prédisposition génétique qui sont associés au sarcome. Alors déjà, quand on parle de prédisposition génétique, de quoi on parle et ça, il faut vraiment que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Une prédisposition génétique, c'est le fait qu'on porte, que des patients puissent porter dans l'ensemble de leurs gènes, de toutes leurs cellules, donc pas uniquement les cellules tumorales, mais l'ensemble des cellules, une anomalie génétique qui est donc transmissible d'une génération à une autre génération. Et c'est ce qu'on appelle une altération génétique constitutionnelle, et donc c'est la différence entre une anomalie somatique qui va être uniquement dans les cellules tumorales et une anomalie constitutionnelle qui va être dans l'ensemble des cellules, en particulier dans les gamètes, et donc transmissible d'une génération à une autre génération. Alors, comme l'a dit Sylvie, l'immense majorité des cas de sarcome sont des cas sporadiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas associés à des syndromes de prédisposition génétique. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de sarcomes qui se développent dans le cadre de formes familiales très bien caractérisées. Il faut savoir les repérer. Ça change, comme l'a dit Sylvie, la surveillance des patients. Ça change aussi, et ça va être amené à changer, pour certains patients, leur prise en charge thérapeutique. On aura l'occasion d'en parler. Donc, prédisposition génétique des sarcomes, les grands syndromes héréditaires qui sont caractérisés. Donc les syndromes héréditaires associés au sarcome, c'est à peu près 5% de l'ensemble des sarcomes, et typiquement, c'est les patients qui arrivent en disant, bon bah voilà, ma mère a eu un cancer du sein à 40 ans, ma sœur a eu une leucémie dans l'enfance, et mon frère a eu une tumeur cérébrale. Bon bah là, on a l'impression qu'il y a un spectre de tumeurs qui se développe dans la famille. Ça fait penser à un syndrome de Li-Fraumeni, mutation constitutionnelle de TP53, c'est souvent des familles qui sont très bien identifiées d'emblée. Donc globalement, c'est les histoires familiales, l'âge au diagnostic. Les patients qui font des sarcomes dans le cadre d'une altération constitutionnelle ont tendance à faire des sarcomes plus jeunes que les autres. Habituellement, c'est plutôt, comme l'a dit Sylvie, 60 ans. Quand on a des sarcomes qui se développent plus tôt, bah, c'est ça qui va aussi un petit peu nous orienter vers la réalisation d'une enquête génétique. Et puis donc aussi certains patients qui vont avoir des associations, pas forcément familiales, mais chez eux, des antécédents personnels d'un autre cancer. Donc un cancer du sein à 30 ans et puis ensuite un sarcome 10 ans plus tard. Là, il faut penser aussi à des prédispositions génétiques. Dans certains cas, il peut aussi y avoir des autres anomalies extratumorales parce qu'il y a un certain nombre de gènes associés au développement de sarcome qui sont associés au développement des tissus normaux. Et donc, c'est des patients qui vont pouvoir présenter certaines anomalies phénotypiques qu'on va pouvoir retrouver à l'examen clinique. Alors, ça, c'est un tableau imbitable sur la liste actuellement reconnue des mutations constitutionnelles qui sont reconnues comme associées au développement de sarcome. Donc, vous voyez qu'il y en a un nombre considérable. La plupart, elles sont vraiment plutôt bien connues des généticiens et on ne les connaît pas tous en tant que cliniciens. Et le but, ce n'est pas de toutes les connaître par cœur, mais c'est de savoir repérer vraiment sur des critères, comme on l'a dit, l'histoire familiale, l'âge et certaines formes de sarcome, ce type de maladie. Donc les plus fréquents, Sylvie l'a dit, le syndrome de Li-Fraumeni, donc les mutations constitutionnelles de P53, le rétinoblastome héréditaire, la neurofibromatosis de type 1 sont les plus classiques. Je parlerai juste un mot un petit peu particulier sur le syndrome constitutionnel de déficience mismatch repair, qui est également appelé syndrome de Lynch, que vous connaissez peut-être parce que c'est un syndrome qui est très bien connu pour la prédisposition à un certain nombre de cancers, en particulier les cancers du côlon ou les cancers de l'endomètre. Et c'est important parce que jusqu'ici, on pensait que c'était très très rare dans les sarcomes, et on commence à en diagnostiquer de plus en plus des sarcomes associés à ce type de syndrome de prédisposition. Et ça a une vraie importance pour le coup là, pas uniquement de dépistage de la famille et de surveillance, mais une vraie importance thérapeutique. On va en reparler. Donc juste un mot sur syndrome de Lynch et sarcome. Donc c'est globalement mutation constitutionnelle, donc transmissible d'une génération à une autre génération d'un des gènes qui codent pour les protéines du système mismatch repair. Donc globalement, c'est des protéines qui sont un petit peu des gardiens du génome, qui sont là pour vérifier que au cours de la réplication de l'ADN, il n'y a pas eu d'erreur dans la séquence nucléotidique.
Et donc, quand vous avez ce gène qui est muté, donc qui ne fonctionne plus, c'est des inactivations, c'est des mutations inactivatrices, hein, c'est un gène suppresseur du tumeur, donc on a une inactivation du gène, vous avez une accumulation de mutations dans ces tumeurs, et en particulier dans certaines régions de l'ADN qu'on appelle les microsatellites, qui sont des régions très répétées de l'ADN. Et donc ces tumeurs associées à ces mutations du système mismatch repair, elles sont ce qu'on appelle microsatellites instables, c'est probablement un terme que vous connaissez. Donc c'est ces tumeurs qui sont MSI+, et ça c'est un critère de diagnostic et d'orientation vers potentiellement un syndrome de Lynch. Donc ça se diagnostique globalement soit par immunohistochimie, où vous avez... Vous pouvez avoir, donc, en immunohistochimie, on voit la perte d'expression d'une protéine du système MMR en IHC. Donc ça, c'est vraiment les anapathes qui peuvent très facilement poser le diagnostic avec l'IHC des 4 protéines. Et puis, ça se voit aussi en biologie moléculaire. Donc, il faut faire juste attention sur les techniques de biologie moléculaire, parce que les tests de biologie moléculaire pour dépister le MSI ont été designés sur des cancers fréquents, comme le cancer du côlon et le cancer de l'endomètre. Donc c'est un petit set de microsatellites qui est séquencé en biologie moléculaire, qui est très spécifique du côlon et de l'endomètre. Et donc attention, c'est un piège dans les sarcomes. Dans les sarcomes, il peut y avoir en biologie moléculaire un aspect MSS, donc microsatellite stable, et pour autant en IHC une perte d'expression, parce que les microsatellites affectés dans les sarcomes ne sont pas les mêmes que dans l'endomètre ou dans le côlon. Donc attention, les tests classiques de dépistage MSI ne sont pas adaptés au sarcome, et donc il faut vraiment facilement aller sur des panels un petit peu plus larges pour en biomol, voir l'instabilité des microsatellites. Donc ça, c'est les cancers associés au syndrome de Lynch, vous les connaissez. Dans les sarcomes, globalement, ce qu'on sait, c'est que les phénotypes MSI ou DMMR, donc la perte d'expression en IHC, c'est environ 1 à 2% des sarcomes, donc c'est pas si rare que ça. Et donc il faut y penser quand il y a l'histoire familiale ou quand il y a un doute sur le diagnostic. Vraiment, ça coûte pas cher de faire une immunohistochimie, c'est très rentable et surtout, ça va changer la stratégie thérapeutique des patients. C'est ce qui est décrit dans la littérature. Il y a très peu de données sur les sarcomes associés au MSI ou associés au syndrome de Lynch. Globalement, ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt des sarcomas génétiques complexes. Hein, clairement, quand vous avez déjà une translocation qui est responsable d'un sarcome, vous n'allez pas en plus être MSI. MSI, c'est un facteur prédisposant. Donc, c'est plutôt des sarcomas génétiques complexes, donc plutôt des UPS, des LMS qui sont décrits dans la littérature. Et globalement, les mutations germline les plus fréquentes, c'est surtout des mutations MSH2. Mais globalement, ça peut être associé un petit peu à toutes les autres mutations. Vous voyez que le nombre de patients décrits dans la littérature, elle est quand même globalement faible. Donc il y a une étude actuellement dans le cadre du groupe Sarcome français pour reprendre l'ensemble des patients avec un syndrome de Lynch et qui ont développé un sarcome pour comprendre un petit peu quel type de maladie ils font, comment ils ont été traités et essayer d'harmoniser leur prise en charge. Alors, ce qu'on sait, c'est que, je vous ai dit, la majorité des sarcomes sont associés, sont vraiment sporadiques, hein, c'est-à-dire pas associés à un syndrome de prédisposition héréditaire. Et pourtant, il y a quand même un rationnel pour dire qu'il y a probablement quand même un terrain génétique chez ces patients-là. Pourquoi ? On voit que les sarcomes, ça a une incidence élevée dans les populations jeunes. Donc on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose au niveau constitutionnel. Et puis, ce qui a été déjà montré, c'est que quand on a déjà fait un sarcome, on a un risque accru comparativement à la population normale de faire un deuxième cancer. Donc ça veut dire que globalement, on est quand même sur un terrain où on a l'impression qu'il y a une prédisposition héréditaire. Et inversement, il y a une surreprésentation des cas de sarcome chez les patients qui sont suivis pour un autre cancer. Donc on a quand même l'impression qu'il y a quand même des anomalies germinales probablement sous-jacentes dans les cas sporadiques de sarcome. Ça a été le rationnel donc, pour cette étude que Sylvie a évoqué tout à l'heure. Donc globalement, cette étude, c'est un gros papier qui a été publié dans le Lancet Oncol en 2016. Alors on peut critiquer la méthodologie, mais globalement, le message principal, je vais essayer de vous le résumer de façon claire parce que c'est un papier qui est assez complexe. Donc c'est une étude qui a étudié environ 1000 patients atteints de sarcome pris dans 4 cohortes dispersées dans l'ensemble du monde pour ne pas avoir d'effet de l'origine ethnique des patients sur potentiellement ce risque de sarcome. Et puis ils ont matché ces 1000 patients avec 6000 autres patients qui, eux, n'ont jamais eu de sarcome et qui étaient
ce qu'on dit ethnically matched, c'est-à-dire en gros, globalement, ils sont de la même région, ils ont à peu près la même origine géographique, etc. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séquencé l'ADN constitutionnel. Donc là, on ne parle pas du tout de tumeur, on parle de l'ADN constitutionnel. Ils ont séquencé l'ADN constitutionnel avec des techniques globalement d'exome sequencing. Donc, on séquence toutes les régions codantes de l'ADN. Et ils ont particulièrement analysé 72 gènes dont on sait qu'ils favorisent la survenue de cancer. Et puis ensuite, ils ont regardé les variants, donc du coup les mutations qu'il y avait chez les patients qui avaient développé un sarcome, et puis les mutations qu'il y avait chez les patients qui n'ont jamais fait de sarcome, et ils ont regardé s'il y avait des différences. Ils ont classé les variants, alors ça c'est tout un truc de génétique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement quand on trouve des anomalies génétiques, on n'en trouve pas, on a tous des variants dans notre ADN, la question c'est est-ce que ces variants sont pathogènes, est-ce qu'ils sont relevants pour la maladie ou pas. Et donc il y a des techniques de classification, ce qu'il faut retenir c'est que classe 1, classe 2, c'est des variants qui n'ont pas d'impact sur la fonction d'une protéine, et donc du coup on peut dire qu'on s'en fiche complètement, c'est globalement ce qu'on appelle des SNP ou des polymorphismes qu'on porte tous dans notre ADN. Et puis il y a des variants, alors classe 4, classe 5, c'est vraiment des variants pathogènes, donc il y a vraiment un impact sur la protéine. Classe 3, c'est un petit peu plus débattu, c'est prédit comme délétère, mais on n'est pas sûr à 100%. Et globalement, ils ont regardé la fréquence de ces variants chez les patients qui avaient eu un sarcome et chez ceux qui n'en avaient pas eu. Et ce qu'ils voient, c'est que, alors c'est les courbes que vous avez ici, donc ça c'est la survie sans tumeur. Chez des patients qui n'ont pas de... Donc ça c'est les variants C4, C5, ça c'est les variants C3 mais C4, C5. Donc en bleu c'est les patients qui n'ont aucun variant, et puis en rouge c'est les patients qui portent des variants C4, C5. Et c'est la survie sans développement de sarcome. Et vous voyez que globalement, quand on porte des variants C4, C5, on a une moins, c'est statistiquement significatif, voilà, on a un petit p qui est très significatif, on a un surrisque de développer un sarcome. Et donc on identifie des gènes qui sont finalement, chez les patients qui n'avaient pas de prédisposition héréditaire connue, voilà, on identifie des gènes dans l'ADN. Si on séquence tous ces gènes, il y a des variants, on en trouve beaucoup, et clairement, ça prédispose au sarcome. Alors, quels gènes sont touchés ? En fait, finalement, c'est les usual suspects qu'on connaît déjà dans les sarcomes, mais il n'y avait pas d'histoire familiale. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est des mutations de novo chez les individus, ou est-ce que c'est des mutations qui sont à faible pénétrance, et donc, du coup, la famille n'a pas développé de cancer avant? Ça, c'est une question. Mais globalement, c'est toujours un petit peu les mêmes usual suspects qu'on retrouve dans les cancers, donc TP53 en premier, et puis d'autres gènes qui sont très associés à la réparation de l'ADN, donc typiquement ATM, BRCA, qui sont des gènes connus pour prédisposer aussi à d'autres types de cancers, et qui sont associés au développement de sarcome. Et donc, globalement, ici, c'est ce que vous voyez ici. Les gens qui n'ont pas de variants, ils ont une survie qui est meilleure. Et puis, les gens qui ont des variants TP53 ou qui ont des variants polygéniques, c'est-à-dire des associations de plusieurs anomalies dans plusieurs gènes, ce sont ceux qui développent le plus de sarcome. Donc, en conclusion, l'idée, c'est bien sûr... Faut-il tester tous les patients sur le plan génétique, tous les patients qui ont un sarcome? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'impact thérapeutique ou d'impact de surveillance. On ne sait pas trop quoi faire de ces variants. Quand on dit potentiellement pathogènes, on va trouver de plus en plus de choses, mais faut-il changer la prise en charge de ces patients? Ça pose des vraies questions éthiques et génétiques. Mais si nous, on peut résumer quelque chose, c'est globalement qui il faut tester et il faut y penser. Donc les patients avec une histoire familiale, clairement. Des patients qui vont avoir des comorbidités, en particulier des troubles du développement, des retards mentaux, des choses comme ça doit mettre la puce à l'oreille et ça doit faire penser à des syndromes de prédisposition génétique. Les antécédents de cancer, l'âge jeune, certains sous-types spécifiques qui sont plus aussi facilement associés, donc typiquement les MPNST qui vont être très associés à des neurofibromatoses de type 1, les tumeurs rhabdoïdes malignes, alors qui sont plus rares chez l'adulte, mais qui existent quand même et qui peuvent être associées à des mutations constitutionnelles des gènes du complexe SWI/SNF, donc SMARCB1, SMARCA4. Et puis les gystes wild type pour lesquels il n'y a pas de mutation KIT ou PDGFR, il faut penser aux mutations SDH qui sont des mutations constitutionnelles. Voilà. Et puis de plus en plus, les découvertes sur les séquençages somatiques, on séquence de plus en plus de tumeurs, et tout d'un coup on retrouve des anomalies qui touchent 100% des cellules. Là, il faut se dire c'est une anomalie qui est potentiellement héréditaire, et il faut savoir tester les patients.